allez vivre une soirée historique. Il faut que vous le sachiez. C'est la première soirée pizza de la CST et consacrée à l'intelligence artificielle. Alors pourquoi je ne vais pas vous refaire tout l'historique, mais effectivement, depuis plusieurs mois, l'intelligence artificielle et dont l'intelligence artificielle générative est revenue sur le devant de la scène et peut provoquer des réactions d'angoisse, de terreur, des frémissements chez certaines personnes. Pourquoi ? Beaucoup parce qu'on ne connaît pas. Nous, notre souhait à la CST, c'est d'expliquer le plus possible, de donner les cadres, de donner voilà, les environnements dans lesquels les technologies, les usages changent et évoluent. D'où l'idée de faire ce soir une soirée d'explication, une première, on l'a vraiment appelée numéro 1. L'idée, c'est qu'il y en ait d'autres, de se faire un petit rendez-vous convivial qui vous permette d'échanger les uns avec les autres. Le plan que nous espérons pouvoir reproduire à l'avenir, une première présentation, peut-être un peu théorique, mais qui va redonner le cadre de l'ensemble. Ensuite, des démos, une explication, comment est-ce qu'on fait en vrai, est-ce qu'on a réussi à le faire. Et puis après, vous avez toute la soirée, toute la nuit, si vous le voulez, pour partager, échanger entre vous. Et puis, on a pris ce qu'on pense être la meilleure pizzeria du quartier pour voilà, vous puissiez partager entre vous. Donc le premier rendez-vous aujourd'hui est consacré au dataset, donc en fait à la donnée qui est donc la source mère de l'intelligence artificielle. De quelles données on parle et qu'est-ce que ça signifie quand de choisir un dataset, de choisir un ensemble de données et une première réflexion sur qu'est-ce que ça signifie apprendre lorsqu'on est une intelligence artificielle. Sans plus attendre, je vais passer la parole à la première star de cette soirée qui a beaucoup besoin qu'on l'encourage parce qu'elle a préparé énormément cette présentation, qui est Widad Amara, qui est alternante à la CST, qui est spécialisée en intelligence artificielle, c'est sa filière, sa filiale. Voilà, donc applaudissez-la, encouragez-la et merci à tous. Bonsoir à tous, merci pour votre présence. Donc ce soir, il sera question de dataset en intelligence artificielle et je vous propose de dérouler le plan de la présentation ensemble. On distinguera différents sous-domaines de l'intelligence artificielle et on définira les principaux différences entre ces sous-domaines. On survolera l'architecture des réseaux de neurones et on verra ce que c'est qu'entraîner un modèle et fine-tuner un modèle. On verra aussi que le type de dataset définit le type d'apprentissage. Ensuite, on distinguera la différence entre data et dataset. Et par la suite, on va entrer plus en détail sur comment est-ce qu'on choisit ce dataset, quels sont les éléments clés pour pouvoir le choisir, donc à savoir qualité, taille et l'histoire des licences et droits d'auteur. On finira par un exemple concret, on verra à quoi ressemble un dataset. Alors, terminologie IA. Comment pourrais-je définir l'IA aujourd'hui ? Alors, après moult réflexions et recherches de ma part, investigation, j'ai décidé de garder cette définition. Donc, l'IA, invention marketing, pour décrire en 2 mots des programmes complexes et puissants pour analyser des données par des approches statistiques et probabilistes. Je ne sais pas si je vous ai déçu ou pas, mais... Machine learning, c'est une sous-catégorie de l'intelligence artificielle qui permet à la machine d'apprendre à partir de données sans qu'elle soit explicitement programmée pour. Deep learning, un autre sous-domaine du machine learning. Le deep learning, il est basé sur les réseaux de neurones artificiels qui sont inspirés du cerveau humain. Et le deep learning est caractérisé, c'est un domaine où il consomme beaucoup plus de données par rapport au machine learning et l'IA. Et avec un dataset assez conséquent, on peut faire plein de belles choses avec le deep learning. Ensuite, on a l'IA génératif ou le Gen AI. C'est une sous-catégorie du deep learning où là, c'est de la génération automatique de contenu. Ça peut être du texte, des images ou du son. Donc, la principale différence entre ces sous-catégories-là, donc,
que ce soit du machine, du deep learning ou de l'IA génératif, c'est l'architecture qui est derrière le modèle, donc le modèle statistique mathématique qui est derrière, et surtout la quantité de données qu'il y a dans le dataset qui a été utilisé pour entraîner les modèles, que ce soit dans les 3 sous-catégories. Ce que vous voyez affiché, c'est un réseau de neurones. Réseau de neurones donc, appartient à la catégorie qu'on vient juste de voir, du deep learning. Il est à l'origine du succès qu'on voit aujourd'hui de l'IA. Alors, de quoi il est constitué? Il est constitué de sous-éléments qu'on appelle neurones. Donc, ces petits rangs, donc c'est des fonctions mathématiques et stats. Il est constitué de 3 sous-couches. Donc, la première couche d'entrée, c'est par là que les données du dataset entrent dans le modèle. On a des couches intermédiaires qu'on appelle aussi the hidden layer. En fait, c'est là que tout se passe. C'est là où l'information et la donnée est traitée et transformée. Et on a une troisième couche qu'on appelle donc, couche de sortie, où on a le résultat du modèle. Et donc, c'est à ce niveau-là que le modèle compare. Le résultat qui est calculé par le modèle, il sera comparé à la réalité. Donc, ce qu'on a prévu de faire avec ce modèle-là. Donc, il compare ce qu'il a calculé avec la réalité. S'il est proche, donc, on est bon, on garde le résultat. Sinon, la donnée va remonter, entre guillemets, dans les sous-couches. D'autres retransformations et d'autres calculs seront effectués sur ces données-là. Et ce processus est donc, il est donc répété jusqu'à ce qu'on génère le résultat escompté. Et ce que je viens de décrire, donc le fait que la donnée traverse toutes les couches, donc on est dans le sens de feed forward, donc propagation avant de la donnée. Et si on est dans le sens inverse, où par exemple le résultat n'était pas optimal, donc on remonte dans les couches, et là c'est la backpropagation, donc arrière. Entraîner un modèle ou le fine-tuner? Quelle différence? Alors, pour entraîner un modèle, c'est tout un processus. On commence par définir son problème. Qu'est-ce qu'on veut que notre modèle fasse pour nous? Qu'est-ce qu'on attend de ce modèle qu'il fasse pour nous? Donc, on doit définir notre problème et le type d'output, le type de sortie qu'on attend. Pour la deuxième partie, c'est la construction du dataset. Le dataset, donc soit on utilise un dataset déjà préparé, ou alors on le construit de zéro. Mais sinon, pour entraîner un modèle, on prend le dataset, on le divise en 3 sous-éléments. Le premier sous-élément, c'est l'ensemble de données qu'on appelle train set, parce qu'il sera dédié à l'entraînement du modèle. Deuxième sous-ensemble, c'est l'ensemble de validation. Il sera dédié à la partie validation du modèle. Validation, ce que j'entends par validation, c'est que le modèle réajuste ses paramètres au cas où il rencontre des erreurs dans ses calculs. Et on a le sous-ensemble test, comme le nom l'indique, donc on teste les performances de notre modèle. Vient l'étape du choix du modèle. Le choix du modèle se fait en fonction de la complexité de notre problématique. Plus nos attentes sont grandes, nos attentes vis-à-vis du modèle sont grandes, plus notre modèle sera complexe. Ensuite vient l'étape de l'entraînement du modèle. Donc, on lui injecte les training sets dont je viens tout juste de parler. Et la dernière étape sera donc la validation du modèle. Pour la validation, donc, on essaye d'éviter 2 phénomènes. C'est l'overfitting et l'underfitting. L'overfitting, c'est que le modèle connaît trop bien notre donnée. Et ça, ce n'est pas recommandé. Il les connaît trop bien, c'est-à-dire qu'il arrive même à reconnaître du bruit s'il y en a, si la donnée contient. Et le cas contraire, c'est l'underfitting. Donc le modèle n'arrive pas à créer des liaisons entre ces données-là et donc il n'arrive pas n'arrive pas à connaître la donnée et donc ne peut pas faire la tâche pour laquelle il était prévu. Donc que ce soit prédire ou classifier. Donc à la fin, on aura un modèle entraîné. Et ce type d'apprentissage n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, on verra par la suite que ça demande beaucoup de ressources et beaucoup d'investigation quant au dataset et au choix du modèle. Par contre, en parallèle, on a le fine-tuning. Au lieu de faire toutes ces étapes-là, on prend un modèle qui est déjà pré-entraîné, auquel on va entre guillemets, le customiser ou l'affiner davantage à nos données personnelles. Donc, sur la figure en bas à gauche,
Ce qui diffère entre l'apprentissage et le fine-tuning, c'est qu'on prend un modèle déjà pré-entraîné, on fait quelques modifications sur les structures, donc les différentes couches dont j'ai parlé un peu au début. Donc une partie des couches sera gelée, une autre partie sera reparamétrée. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le dataset est beaucoup, beaucoup moins important. Il est moins grand que le dataset qui aurait été utilisé si on l'avait entraîné nous-mêmes du début. À droite, il y a un exemple où Llama, je ne sais pas si ça vous parle, Llama, donc c'est l'homologue de GPT. Il a été entraîné sur Common Crawl. C'est une grosse base de données de texte. Et ce Llama-là a été utilisé justement pour fine-tuner un autre modèle qu'on appelle Alpaca. Mais la différence entre ces deux-là, donc celui-là a été entraîné sur Common Crawl qui est gigantesque et celui-là est beaucoup, beaucoup moins important. Les types d'apprentissage. Donc, il existe trois types d'apprentissage. Quand on est dans le cas d'apprentissage supervisé, c'est que le modèle apprend à associer chaque entrée à une sortie connue. Donc, par connu, j'entends labellisé ou étiqueté. Par exemple, quand il reçoit une image de chat, on a un texte à côté, chat. Donc, on a une entrée et une sortie. Dans ce type d'apprentissage, on peut avoir de la classification, comme vous pouvez le voir. Donc on peut avoir 2 ou plusieurs groupes. Donc, c'est une classification. Par contre, la régression, c'est une prédiction. Donc, la sortie, c'est une valeur numérique. Ce type d'apprentissage, on peut l'avoir dans le doublage des voix, par exemple. Par contre, si la donnée qu'il reçoit n'est pas étiquetée, ou la sortie donc n'est pas connue par le modèle. Donc, c'est au modèle de trouver des patterns, des motifs communs entre ces données-là pour pouvoir les classifier. Donc là, on est dans un modèle non supervisé, dans un apprentissage non supervisé, où le dataset n'est pas étiqueté. Donc, c'est au modèle de trouver ces patterns-là qui sont en commun entre les différents sous-groupes. On a un troisième type d'apprentissage qu'on appelle apprentissage par renforcement. Ce type d'apprentissage est un peu spécial parce que le dataset, il n'est pas donné au modèle comme input, mais il est représenté par le feedback que reçoit l'environnement de l'environnement, que reçoit le modèle de son environnement. C'est-à-dire, donc, on a le modèle qui fait des actions, l'environnement réplique, donc on voit le feedback. Le modèle reçoit des récompenses ou des punitions, et en fonction de ces réponses-là, il réajuste ses paramètres. Si c'est une récompense, il ne fait rien, il continue d'exécuter les mêmes tâches ou donc le même modèle statistique. Sinon, si c'est une punition, il doit réajuster ses paramètres pour donc générer de nouveaux résultats, et ainsi de suite. Donc le dataset, c'est l'expérience du modèle qui fait que ce type d'apprentissage marche. Et généralement, le meilleur exemple qu'on donne pour ce type d'apprentissage, c'est les jeux vidéo, où on a en face de nous, donc c'est une IA qui joue, et derrière cette IA, il y a ce type d'apprentissage. Maintenant, je vous parle depuis le début de dataset, mais qu'est-ce qui distingue data et dataset? Donc, data, c'est la donnée brute qu'on récupère. Elle n'est pas traitée, elle n'est pas structurée, elle n'est pas sous la même forme. Donc, que ce soit des vidéos, du son, des images. En parallèle, le dataset, c'est tout le contraire. Donc, la data qu'on a collectée, elle est structurée, annotée, le même format. Par exemple, si c'est un dataset d'images, donc on doit avoir que des images dedans avec la même extension, essayer d'avoir la même résolution. Et idem si c'était du texte ou des vidéos. Maintenant, pour choisir le dataset, on doit s'appuyer sur 3 éléments. On a la qualité du dataset. Qu'est-ce que j'entends par qualité de dataset? C'est il faut que les données dans le dataset soient précises et fiables. Et il faut pas qu'il y ait de biais. Et surtout, il faut que les données soient représentatives de ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on veut faire, par rapport à notre problématique qu'on a définie. Et pour apprécier cette qualité, la qualité du dataset, on a quelques outils ou quelques méthodes. Donc, on a la vérification manuelle. On prend des échantillons aléatoirement de notre dataset et on les inspecte visuellement ou si c'est des audios, donc on les entend. Il ne faut pas qu'il y ait du bruit. C'est fastidieux, mais on le fait toujours.
Deuxième méthode, on peut comparer le dataset qu'on a choisi pour notre modèle à des datasets de benchmark, comparer les caractéristiques des deux datasets pour pouvoir se situer si on est sur la bonne voie, si on le garde ou on doit l'optimiser ou chercher autre chose. Troisième méthode, c'est la vérification des labels ou l'annotation. Je vous ai parlé tout à l'heure de image chat. Il faut qu'il y ait un texte à côté chat. C'est l'annotation et c'est ce qu'on appelle classe annotation ou label. Donc, parfois, il y a des datasets où, devant l'image de chat, par exemple, le texte ne correspond pas. Et là, c'est pas un bon indicateur pour utiliser ce dataset. Et heureusement, pour vérifier cette annotation-là, on a plusieurs outils comme Label Image ou RoboFlow, par exemple, qui sont des outils super sympas qu'on utilise justement pour les annotations. Ou alors, rien ne vaut que de bonnes vieilles stats. On analyse la distribution des classes. Par exemple, si j'ai un dataset qui a, disons, 2 classes, des images de chat et de chien, il ne faut pas que dans notre dataset, il y ait plus d'images de chat que de chiens. Sinon, notre modèle, à la fin, ne serait pas capable de reconnaître, par exemple, un chien, parce qu'il n'a pas vu beaucoup de photos d'images de chiens, par exemple. Voilà. Vas-y, c'est clair. Deuxième élément, c'est la taille du dataset. Pourquoi est-ce que la taille du dataset est importante? Parce que plus le modèle est exposé à de la data, à des données, plus il est capable de reconnaître des patterns complexes et donc il sera plus capable de généraliser à d'autres données qu'il n'a jamais vues. Et entre les différentes sous-catégories qu'on a vues, donc que ce soit du machine learning, du deep learning ou de l'IA générative, la taille du dataset diffère drastiquement. Par exemple, si on part de simples projets de machine learning, on peut se contenter d'un dataset qui va de centaines à des milliers d'exemples. Du deep learning, on peut parler de millions, voire de milliards d'exemples, mais dans l'IA générative, il faut beaucoup, beaucoup de données pour avoir quelque chose de concluant. Je veux, par contre, pour cette partie, je veux un peu m'étaler sur un dataset qui est plutôt particulier parce qu'il est utilisé comme base pour entraîner une IA générative qu'on appelle Stable Diffusion. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, Stable Diffusion, c'est une IA générative d'images multimodale parce qu'elle accepte comme input du texte et des images et elle peut générer d'autres images. Il existe plusieurs modèles et plusieurs versions. Chacune est spécialisée dans un type d'output. D'ailleurs, la deuxième partie de la soirée sera dédiée à un de ces modèles-là pour faire une petite démo. Le dataset utilisé pour entraîner ce type cette IA générative, elle est nommée Léon 5B. Elle contient 5 milliards d'images. Elle contient 5 milliards de paires d'images. Pourquoi paire? Parce que chaque image est associée à un texte qui décrit l'image ou simplement un titre. Et parmi ces 5, on a 2,32 dont le texte est en anglais et 2,32 pour l'anglais et 2,2 pour d'autres langues. Donc vous voyez un peu le travail qu'il y a derrière pour rassembler toute cette quantité, pour la noter, pour avoir un dataset de qualité. Maintenant, quand on fait un choix, quand on choisit notre dataset, il faut chercher la source et l'origine des données. Par exemple, là, je parlais de l'entreprise Léon qui a généré le dataset qui a été utilisé pour Stable Diffusion. Pourquoi il est intéressant de savoir l'origine? C'est pour connaître qui a collecté ces données, est-ce qu'il a eu l'autorisation? Et comme ça, on pourra réutiliser son dataset. Donc, on a deux cas. On peut avoir de la donnée privée, et là, c'est simple. Soit on a une licence, soit on a l'autorisation de la structure qui est propriétaire. Et on a l'autre cas où c'est des datasets open source. Et c'est la plupart des modèles sont appuyés sur des datasets open source. Les data open source, donc, ils sont distribués avec des licences qui sont plutôt qui permettent beaucoup plus de liberté pour les utilisateurs. Mais il faut se méfier au mot open parce qu'il faut chercher toujours qui gère ces données-là et qui les gouverne. Par exemple, si j'utilise un dataset où je doute où il y a un manque ou quelconque incohérence, on peut contacter la structure concernée. Donc, je peux donner un exemple de CIFAR.
CIFAR-10 et CIFAR-100. Ils sont gérés par the Canadian Institute for Advanced Research. Et eux, on peut utiliser leur dataset gratuitement à des buts, bien sûr, non commerciaux. MNIST, de Yann Lequin aussi. Donc voilà, c'est des datasets benchmark qu'on peut utiliser de référence. Maintenant, à quoi ressemble un dataset? Là, je vous ai pris un exemple de dataset très, très rudimentaire. C'est les premiers datasets qu'on utilisait pour faire des petits projets de machine learning. Donc, ils sont pas énormes. Mais cet exemple, je l'ai pris sur Kaggle. Si vous ne connaissez pas Kaggle, donc c'est une plateforme de compétition de data science et machine learning. Donc, ils partagent tous les datasets et les modèles que les participants développent. Là, c'est un projet de classification d'images. Ces images viennent de scènes de nature. Donc, on peut avoir des buildings, des forests, glaciers, mountains, sea, street. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un grand dossier qui contient des sous-dossiers, chaque sous-dossier dédié à ce type à la scène concernée. Et si je vais dans Sea, je trouve que je tombe que sur des images de plage. Un autre exemple, c'est pour le son. C'est un classifieur de genre musical. C'est la même chose. Donc, grand dossier data avec dedans les différents genres musicaux. Par exemple, là, si je choisis country, je tombe sur donc, tous les fichiers musique avec extension WAV. Ils sont nommés de cette façon, donc country, point, suivi de digits. Au fait, cette nomination n'est pas faite par hasard. C'est de cette façon-là que le modèle arrive à reconnaître que ce bout-là, que ce fragment-là de son, et donc annoté country. Et donc, c'est des enregistrements de 30 secondes. Voilà pour ma part, j'ai fait le tour. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des réflexions, si vous voulez que je revienne sur un des slides. Merci. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions là dans la salle pour Widad? Qui se lance? Non? Si? Comment vous traduiriez en français dataset? Et à quoi ça sert? Pour que ton modèle, et je te tutoie, pour que ton modèle, par exemple, si tu veux faire de la reconnaissance, tu veux faire de la classification, par exemple, je donne de la donnée au modèle. Je reste sur l'exemple qui revient le plus, chat et chien. Je lui donne des images de chat. L'image, c'est la donnée. Et la sortie, c'est le mot chat. Donc, image et le mot chat, donc c'est le jeu de données. Donc, entrée, image, chat, l'image en question, et la sortie, c'est le chat. Donc, un ensemble de ces données-là constitue un dataset. Je vous en prie. Bonjour. Je me demandais comment étaient effectués les étiquetages, enfin justement nommer les images, par exemple, l'étiquette du chat. Donc, comme je l'ai présenté sur cette slide-là, on a des outils pour le faire. Comme là, c'est vrai que c'est des images, mais il y a d'autres outils pour le son. Donc, c'est des outils qu'on programme, auxquels on injecte notre dataset. Et c'est à nous de lui donner les différentes étiquettes qu'on veut attribuer à notre dataset. Oui, manuellement. Oui. J'ai répondu à votre question. Du coup, moi j'en profite, j'ai une question. Tu as montré la différence entre l'entraînement initial et le fine-tuning. Pour se rendre compte un peu du truc, ça demande combien de ressources? Tu as pris l'exemple de Llama 2 ou par exemple ce type de modèle. Ça demande combien de ressources pour être capable de générer un modèle comme ça à partir de milliards d'éléments dans le dataset?
Généralement, comme GPT et Llama, c'est sur des serveurs cloud. Personne ne possède ces ressources-là. Donc, il y a que les GAFAM. Oui, oui, que les GAFAM, oui. Alors non, c'est pas pour te proposer de la pizza, pas encore. Non, en fait, c'est plus par rapport à la vérification des données, parce que du coup, comme tu l'as indiqué, on a des datasets qui peuvent avoir des milliards de données. Donc, il y a des gens qui ont enregistré tout ça. Par rapport à ces vérifications, est-ce qu'on pourrait tendre plus tard justement à un modèle assez fiable et qui serait capable de faire justement ces vérifications et du coup de nous fournir des datasets par rapport à des données justement brutes qui ne sont pas encore classifiées et qui seraient qu'on pourrait considérer comme pertinentes justement pour un modèle? T'as le temps de réfléchir, j'arrive. Alors oui, on peut dire que, par exemple, chez les GAFAM, ils font pas tout à la main. En fait, chacun fait un peu, je dirais, comme à sa sauce. Donc, il y a une partie qui se fait manuellement, mais il y a une partie qui est automatisée. Donc, on développe des modèles, justement, pour le faire, des modèles spécifiques à nos datasets pour les étiqueter. Donc, généralement, c'est la combinaison des deux. Mais il y a toujours the human in the loop derrière qui vérifie. Voilà. Je t'en prie. Une dernière question, comme ça après on enchaîne sur la partie pratique. Oui, c'était une question par rapport au langage, en fait. Vous disiez, enfin, à un moment donné, vous avez dit que, je sais pas, la proportion des datasets sont en anglais, qui sont en anglais est énorme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura toujours une avance considérable sur l'usage de l'intelligence artificielle pour les anglophones par rapport au reste du monde? Ou ça veut dire quoi? Si les données, s'il y a tant de différences dans les langues collectées? Alors, pour le dataset que j'ai donné, ces données-là sont spécifiques pour ce dataset-là. Par exemple, si en France, on développe un dataset, certainement que le texte serait en français. Donc, certes, s'il y a plus de données en anglais, donc oui, les modèles reconnaîtront plus du texte anglais que en d'autres langues. Oui. J'ai répondu. Oui. Merci Ouidad. On va enchaîner tout de suite avec l'équipe de l'INA qui va du coup nous faire une démonstration de génération d'images. Donc c'est le cas le plus classique, c'est sûrement le cas que vous avez vu le plus sur Internet. Sauf que là, c'est des vrais gens qui comme nous tous, s'intéressent à l'audiovisuel et donc au cinéma, et qui ont déjà intégré ça dans la formation. Stéphane. Merci. Bonsoir. Oui, alors ce qu'on va faire est un petit peu très différent de ce que vous avez vu juste avant, peut-être un peu moins précis techniquement et moins scientifique dans l'approche, puisque nous, on est plutôt du côté des gens qui expérimentent, bricolent, parce que pour l'instant, c'est un peu ce que tout le monde fait avec les outils qu'on a à disposition. Je vais présenter rapidement, donc Stéphane Schoen, moi je suis responsable pédagogique à l'INA, donc la partie formation sur l'enseignement supérieur, formation continue. Particulièrement donc sur tout le domaine de l'image numérique, et je m'intéresse depuis à peu près 2 ans d'un peu plus près à ce qui se passe du côté de l'intelligence artificielle et en particulier du côté du génératif. Je suis accompagné de Mathieu Clavier qui est un de nos étudiants en motion design 3D, et c'est un diplôme sur lequel depuis l'an dernier on a commencé à introduire quelques cours sur l'intelligence artificielle, alors du côté des outils, des premiers outils proposés. Pour voir un petit peu ce qu'on pouvait en faire, ça pouvait s'intégrer dans notre travail sur le motion design. Et cette année, c'est quelque chose qu'on a renforcé, ils en ont eu encore un petit peu plus. On a été fouillé un peu plus loin. Et maintenant, on commence aussi à demander à nos étudiants, dans le cadre des projets de l'année, c'est devenu une obligation d'utiliser l'IA générative dans le cadre des projets. Alors, le but, c'est qu'ils puissent simplifier la vie sur certaines choses. Parfois, ça peut leur compliquer un petit peu parce que les outils ne sont pas forcément si simples. Et ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est un petit peu les premiers cas d'usage sur lesquels nous, on a travaillé. Alors, essentiellement avec de l'image fixe, parce que aujourd'hui, ce qui commence à être un peu plus mature en IA générative, c'est du côté de l'image fixe. L'image animée, je pense que vous avez vu pas mal d'essais passés avec
des choses qui sont pas très stabilisées, qui bougent un peu dans tous les sens. Enfin, voilà, on est sur des choses qui sont pas encore tout à fait exploitables, même s'il y a de plus en plus de promesses, en tout cas promesses marketing qui arrivent. Donc sur l'image fixe, on a plus de possibilités. Donc on a commencé par les usages qui nous semblaient intéressants, ce qu'on va voir un petit peu là aujourd'hui. Un premier usage sur de l'aide pour du storyboarding et l'autre sur des parties conception, moodboard, donc faire du moodboard génératif. On va utiliser Stable Diffusion, donc qui a été déjà présenté juste avant, qui a l'énorme avantage pour nous d'être qu'on peut le déployer de façon locale, c'est-à-dire le faire travailler directement sur nos machines sans être sur des serveurs distants et d'autres entreprises. On peut maîtriser énormément de choses, énormément de paramètres. Il y a des interfaces qui sont arrivées progressivement et celles qu'on va utiliser, qui s'appelle Comfy UI, qui permettent d'aller un peu plus loin dans l'organisation et qui revient à des choses qu'on connaît, c'est-à-dire une interface nodale. Ça ressemble beaucoup à nos logiciels, c'est finalement les mêmes logiques de connexion. Donc on s'y retrouve plus facilement dans l'environnement. Néanmoins, c'est plein de choses, plein de nouveaux termes, plein de nouveaux ensembles de travail et c'est pas forcément si simple. Je vais juste faire un petit sondage à main levée très rapide. Parmi vous, qui utilise déjà de l'IA générative d'images? Ok. Parmi ceux-là, Stable Diffusion et Comfy UI sur Stable Diffusion. Ok. Voilà, c'est pas forcément l'outil le plus accessible, mais pour nous, c'est celui qui est à ce jour le plus intéressant dans nos essais. Donc, c'est ce qu'on va essayer de vous montrer un petit peu. Mathieu, tu peux commencer. Donc là, on est sur l'interface en fait de Comfy UI qui va nous permettre en fait, avec différents paramètres, d'aller utiliser tout ce qu'on a déjà chargé aussi dans la machine, parce qu'il y a des choses qu'on a téléchargées. On parlait du dataset avant. Il faut qu'on ait des choses localement pour pouvoir s'en servir et intervenir dessus. On a plusieurs types de modèles aujourd'hui qui sont utilisables, donc principalement en 1.5 et une version SDXL qui est une version 2. On attend une version 3 assez prochainement. Pour chacun de ces modèles, en fait, il y a une structure nodale dans la façon de s'en servir, c'est-à-dire une façon de connecter les choses ensemble qui est un peu un point de départ pour nous, qui va aller d'un premier élément ici qui permet de charger en fait un ensemble de données qu'on va utiliser. Donc là, on est sur le 1.5. Je ne pense pas que vous réussissiez à lire d'ici, mais c'est du 1.5. Merci. Et en fait, ce modèle qu'on va ensuite connecter, on va utiliser différentes petites cases ici dans le nodal pour pouvoir mettre du prompt. Donc le texte qui va nous permettre d'ensuite générer une image. Donc là, on a un prompt sur du positif, un prompt négatif. Donc le positif, c'est ce qu'on veut obtenir. Le négatif, c'est ce qu'on ne veut pas avoir. Pourquoi on a du négatif? C'est parce qu'on va essayer de limiter un petit peu les erreurs d'interprétation. C'est pas facile d'être précis avec juste du texte pour aller décrire et fabriquer des images. Donc ça va nous aider grandement. On va avoir besoin de définir aussi le résultat ici, qui est surtout pour nous les dimensions de l'image. Et tout ça va venir ici dans le principal outil de réglage pour nous, qui va être un sampler, sur lequel on a toute une liste de contrôles. Je ne vais pas m'étendre sur tous les contrôles. En gros, on va pouvoir lui demander d'aller plus ou moins loin dans le côté créatif, ce qui va en fait halluciner plus ou moins par rapport à ce qu'on lui demande à l'origine. Donc c'est des petits curseurs qu'on va bouger. On va contrôler ici en seed, c'est très important. Soit on laisse de façon un peu automatique et aléatoire, donc il va avoir un type de calcul et générer une image. Si on laisse en aléatoire, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle fois qu'on va générer l'image, il y a cette valeur qui va changer et qui va nous proposer une image différente, même si on a le même réglage. Et là, c'est tout le propre de ce qu'on utilise sur ces outils d'intelligence artificielle. Si on bloque cette fonction seed et qu'on a toujours la même valeur, on aura la même image qui va ressortir. On va avoir quelque chose qui va être plus facile à manipuler, puisqu'on va limiter en fait les possibilités.
Je vais passer un peu sur les parties de VAE et des codes, mais bon, grosso modo, sur l'amélioration d'image. Et en sortie, on va pouvoir enregistrer notre image ou faire simplement un preview. Donc, c'est juste un note de sortie. Donc, on part des entrées ici, qui sont le modèle, les prompts, et on va jusqu'à une sortie, donc en preview ou en enregistrement. T'enchaînes sur l'autre. Alors, donc, voilà, c'est une structure nodale qui est assez simple. Qui a tendance à se complexifier un peu, puisque aujourd'hui, si on est sur un autre modèle qui va donner des meilleurs résultats, qui est donc le SDXL, mais qui nécessite aussi un peu plus de nodes. Alors, le principe de base reste le même. On a toujours notre point de départ, le checkpoint ici du modèle, on a toujours des prompts, on a toujours le sampler, ça ne change pas trop. Mais on va avoir aussi une partie un refiner, c'est-à-dire une chose qui va améliorer l'image, la première génération d'images. Donc on vient une espèce de deuxième passage pour améliorer l'image. Donc c'est ce qui nous permet aussi l'amélioration de la qualité. Donc il faut tout repluguer. Alors c'est assez, en fait, vous voyez les si, mais c'est assez facile. On a des codes couleurs dans l'interface qui sont assez simples. Normalement, on ne peut pas trop se tromper. Et après, comme c'est nodal, on a quand même une certaine liberté, c'est-à-dire qu'on a on va pouvoir doubler les parties de prompt sur les différentes parties, on va pouvoir les remettre ensemble et avoir les mêmes qui sont utilisés à différents endroits. Donc, le fait d'avoir du nodal nous donne quand même pas mal de souplesse dans la façon dont on gère les choses. Et là, on est bon. Donc là, on a une structure, vous voyez, qui s'est juste renforcée un petit peu, mais qui reste sur à peu près le même principe, et qui va nous permettre de travailler donc sur cette partie de SDXL. On va aller tout de suite sur un premier usage. Alors, premier usage qu'on a eu, nous, avec les étudiants, qui est très, très intéressés par rapport à ce qu'on fait, on travaille en motion design. J'ai beaucoup d'étudiants qui, dans leur parcours précédent, viennent de l'audiovisuel, beaucoup de monteurs, beaucoup de gens un peu plus assez généralistes, qui n'ont pas forcément un niveau très élevé en dessin. C'est pas du tout un prérequis pour aller faire du motion design. Pour autant, à un moment donné, on a un peu besoin de dessiner, pour les étapes de pré-prod, pour des présentations de projets, il va falloir quand même montrer un petit peu des choses. Et on est souvent confronté un peu à cette difficulté de dire, OK, on peut faire un peu de storyboard, mais on n'est quand même pas super à l'aise. Donc c'est un des premiers usages qu'on avait essayé, c'est de dire à partir d'un dessin, est-ce qu'on peut essayer de l'améliorer ? Est-ce que cette couche d'intelligence artificielle va nous permettre de prendre cette image et la transformer pour faire quelque chose ? Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc ce qui va changer, c'est qu'on va avoir un nouveau node qui va apparaître, qui va permettre d'être non pas sur un espace vide, mais de charger une image comme source d'entrée. Donc on va s'appuyer comme source sur une première image qu'on va transformer. Donc là, on récupère l'image de tout à l'heure, donc le premier dessin. Et on va pouvoir transformer cette image avec une partie de prompt. On est essayant de trouver une cohérence après entre l'image chargée et le texte aussi, parce que faut qu'on soit vraiment dans la logique de ce qu'on veut générer, et on va pouvoir donc modifier l'image d'origine. Pour aller donner plus d'indications et savoir et avoir vraiment ce qu'on veut obtenir, on va utiliser quelque chose de plus, ça s'appelle un LoRa. Donc le LoRa que vous voyez ici, qui vient d'être chargé, en fait, c'est quelque chose qu'on a été récupéré, qui a été téléchargé. Vous avez pas mal de bibliothèques de LoRa qui existent. C'est tout à l'heure ce qu'on évoquait avec le fine-tuning, c'est-à-dire des choses qui ont été retravaillées, réentraînées pour obtenir des résultats un peu plus précis. Donc pour limiter
un petit peu les résultats à un type d'image, à un style d'image, quelque chose qui va nous permettre d'orienter beaucoup plus le résultat. Donc celui-ci, c'était quelque chose qui est dédié plutôt à tout ce qui est dessin et en particulier vers le storyboard. Donc c'est pas du tout quelque chose qui était à nous, pour le coup, on a été le récupérer. Là, tu ne l'auras pas avec celui-là. En attendant, est-ce qu'au fur et à mesure, peut-être là sur cette partie-là, parce qu'on va changer de sujet après, est-ce qu'il y a des premières questions ou des choses sur au moins la structure de base? Alors, il y a quelques sites de référence qui sont où on trouve tout ça. Civit AI, qui est un gros site où on en trouve. On en a sur c'est Unface, je crois, notre site où on trouve énormément de choses qu'on peut récupérer. Il y a beaucoup de choses qui sont en open source. Tout est en open source normalement et tout est mis à disposition. Après, quand vous allez sur ces sites, vous trouvez aussi pas que du bon. Vous allez tomber aussi sur toutes les dérives possibles et imaginables que l'humain peut avoir sur ce qu'il veut produire comme image. Donc il y a beaucoup de tri à faire. Mais ça permet de commencer et d'aller travailler un petit peu voilà, avec des choses qui existent déjà. On verra tout à l'heure comment peut-être s'en passer et faire un peu autrement. Et donc vous voyez qu'à partir du moment où on fait tout ça, la construction va quand même prendre un peu d'ampleur. Et on retombe sur quand même des choses où il y a un peu de travail derrière. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur le côté tout à fait magique où on tape 3 mots et on a un résultat. Ça va demander quand même un peu de paramétrage pour y arriver. Il me manque un truc en sortie, je pense. Donc là, on a un calcul en cours, hein, c'est une barre de progression, peut-être que vous avez eu le temps de voir. Donc on part de notre image ici, et avec donc, tout ce qui a été mis en place et donc cette repartie qui a été rajoutée, on va arriver à ça. Si tu peux peut-être améliorer, grandir un peu l'image. Donc pas forcément quelque chose de très spectaculaire, mais juste une amélioration. Tu peux peut-être pouvoir un peu entre ton image d'avant pour rappel, sans remettre en question tes capacités de dessin, mais... Et donc on va avoir des choses qui vont être différentes, qui peuvent tout à fait se rapprocher de ce qu'on avait au départ, qui peuvent aussi facilement s'en éloigner. Donc là, ça va être beaucoup de petits réglages fins pour respecter quand même l'intention d'origine et que ça colle le plus possible, et en même temps essayer d'améliorer pour nous ce qui est juste un peu la forme et la présentation. Oui. Alors, on va rajouter quelque chose en plus. Donc, je peux reprendre un peu l'historique en Stable Diffusion. Donc, il y a peut-être 1 an et demi, on était à des choses assez simples, ça faisait pas toujours ce qu'on voulait. ComfyUI est arrivé avec cette interface nodale qui permet d'aller paramétrer un peu plus. Et puis, il y a à peu près 1 an maintenant, ControlNet est arrivé. Donc, c'est un nouveau système de nodes qui nous permettent de gagner un petit peu en contrôle sur la production d'images avec différents types d'outils. Là, on va en utiliser un en particulier qui s'appelle OpenPose, qui va nous permettre de charger encore une fois une image, mais c'est une image juste de référence, qu'on va utiliser pour récupérer en fait sur un personnage la pose, c'est-à-dire juste la façon dont il va être à l'image. Et le résultat qu'on va voir assez rapidement ici, ça va être
juste une sorte de squelette ultra simplifié. Et ce squelette ultra simplifié qu'on va pouvoir déduire de cette image de référence, parce que ça va être analysé. Donc voilà ce qu'on a ici, qui en fait récupère la pose du modèle qu'on avait. On va pouvoir l'appliquer et s'en servir dans ce qu'on fabrique dans notre image. Donc c'est un niveau de contrôle supplémentaire qui a rendu les choses quand même un peu plus intéressantes, parce que autant on a besoin, ce côté génération d'images pour nous permet d'aller créer de nouvelles choses, d'aller trouver de nouvelles idées, d'aller faire voilà, plein de choses. Mais on a besoin aussi, si on est dans un monde professionnel, nous, de contrôler quand même un petit peu le résultat et d'avoir quelque chose de probant par rapport à ce qu'on recherche. Donc ces outils vont dans ce sens-là. Je ne sais pas si tu as lancé le premier calcul, pas encore. Okay, donc voilà, le calcul est en cours dans le sampler. Donc la différence de résultat, la voici. Je pense que vous comprenez très bien ce que ça va nous permettre de réaliser. Et donc on commence à affiner un peu et surtout contrôler les résultats pour obtenir ce qu'on souhaitait. Donc là aussi, on a toujours plein de réglages et paramètres où on va s'éloigner plus ou moins, gérer chaque chose indépendamment. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus et passer à une autre partie. Est-ce qu'il y a des questions juste sur cette partie-là déjà? Ça dépend de votre niveau. Ça dépend de votre niveau en dessin. Je vous assure que dans certains cas, ça pourrait prendre des années. Non, vraiment, nous, l'usage, ça a été de permettre de réaliser des choses qui soient juste présentables. Souvent, c'est pour des dossiers de présentation aussi, et un peu plus lisibles, parce que parfois, on a même eu des soucis de compréhension sur les choses qu'on pouvait nous montrer. Donc, ça a été un premier cas d'usage pour nous qui était un petit peu adapté, alors qui n'est pas forcément quelque chose qu'on peut généraliser, mais ça remplacera jamais le travail d'un storyboarder. Enfin, on n'est pas sur la même chose du tout, mais dans certains cas, ça peut quand même nous aider, nous faire gagner un petit peu de temps. Là, on repart du nodal quasiment de départ, il reconstruit tout. En fait, il y a beaucoup de choses, beaucoup de structures qu'on met en place. Une fois qu'on les a, on s'en resserre. Et finalement, on change juste des entrées, on change juste du prompt, et ça va très très vite, puisqu'on est juste à 2-3 secondes pour générer l'image. Et on peut itérer aussi très très rapidement et souvent après des dizaines voire centaines d'images, arriver à un résultat très précis sur ce qu'on voulait. Mais ça va vite. Donc on est exactement sur le même principe. Je ne sais même pas si tu as du LoRa ou pas, je crois. Si tu en as un. On est sur une autre génération d'images. Alors là, c'est dans un autre usage, plus d'une recherche de graphique, une recherche de concept. Là, l'idée, c'était de chercher certaines images de nature, donc avec laisser un petit peu aussi les choses tourner pour avoir des propositions un petit peu différentes. Donc sur exactement la même chose, et puis à un moment donné, trouver quelque chose qui correspond. Donc on peut mélanger des styles, des références, des choses dans le prompt. Enfin, on peut aller assez loin dans la partie de recherche, et se dire ici qu'à un moment on commence à avoir dans les séries d'images proposées des choses qui nous intéressent en termes de style, en termes de rendu, et que finalement on voudrait aller un peu plus loin avec ce type de rendu, essayer de le figer un peu plus. Donc c'est
à ce moment-là, ce qu'on a essayé de faire, c'est quelque chose qu'on a réalisé très rapidement, juste hier pour aujourd'hui. Donc on a sorti une série d'images, donc avec ce style qui commençait à nous convenir par rapport au prompt, au réglage, au LoRa qu'on avait à l'origine, voilà, tout ça. On enregistre cette série d'images et en fait on l'a réutilisé. Alors là on a utilisé pour ça un site, je pense que là il doit être ouvert. On a utilisé un outil en ligne parce qu'on voulait faire les calculs assez rapidement. On pourrait aussi tout faire en local, il y a des systèmes pour ça, mais qui demandent des ressources graphiques, même pour le fine-tuning, ça demande des ressources graphiques importantes. Donc en gros une carte graphique avec beaucoup de VRAM assez puissante, donc sinon on évite des limitations. Et là, on a, avec ces images, tu les as dans le détail, voilà, avec les images qu'on avait générées, qu'on a uploadées ici, on a demandé, évidemment, on a fait faire la création d'un LoRa à partir des images, de cette première génération d'images. Donc en fait, on va créer notre LoRa à partir de ces images pour limiter ensuite ce style, particulièrement les futures créations d'images qu'on va avoir. Et ce qui permet donc alors l'entraînement ici, avec les images qu'on avait là, il a pris 1h30, ouais, à peu près. Ça aurait été un petit peu plus long à faire avec la machine qu'on avait, même en changeant de machine, si on l'avait fait en local. Donc là, ça nous permettait juste d'aller un petit peu plus vite. Et ça va nous produire, alors tu disais dans images, facilement après, avec d'autres prompts, etc., des images qui sont dans le même style. Là, on a juste rajouté, on voulait une maison en bois, en fait, mais sans préciser ni l'environnement, ni rien, puisqu'en fait, toutes les images qu'on avait étaient les images de nature avec ce style qu'on avait un peu constitué. Si dans le prompt, cette fois, on rajoute juste qu'on a une maison, ou des maisons dans les arbres, ou des maisons dans les arbres avec la lune, enfin, on va générer des images qui sont limitées et qui sont dans ce style-là, dans cette partie graphique de création. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Et juste histoire d'aller encore un petit peu plus loin pour montrer les choses, cette image-là, on l'a récupérée, elle présente pas mal de défauts à l'origine. Voilà, c'est ce qu'on a ici. Donc il y a beaucoup de choses qui sont floues, des incohérences avec des choses qui sont mal raccordées. Enfin voilà, on a pas mal d'éléments qui en fait ne tiennent pas complètement et sont vraiment pas parfaits. Et on passe ça dans un autre outil qui permet de faire de l'upscaling, mais aussi d'aller retravailler avec plus de précision, de finesse, certaines zones de l'image, aller recréer du détail ou de la cohérence, là où il nous en manque un petit peu. Et donc ce qu'on récupère, alors je ne sais pas si c'est facile, il faudra peut-être zoomer un petit peu au moment où tu le fais, mais on va récupérer beaucoup plus de détails, voilà, entre ce qu'on avait ici, sur la végétation, et ce qui va être créé. Donc c'est un autre outil qui utilise l'IA générative, mais qui va venir en surcouche pour aller améliorer notre image. Voilà. Et des outils de ce type-là, aujourd'hui, on en a de plus en plus qu'on peut utiliser pour limiter, pour enlever du bruit, donc des denoisers. On l'a pour du upscaling, pour affiner, recréer des détails, voire pour les inventer dans des zones où ça a plus travaillé presque par déduction. Ce qui va nous permettre d'affiner ces images de plus en plus. Donc on commence à avoir des résultats sur l'image fixe qui sont assez intéressants. Il y a encore beaucoup de limitations. On est encore sur des images qui sont forcément SDR. On n'a pas d'HDR, on a certains espaces colorimétriques. On a beaucoup de limites encore, mais quand même, on a des choses qui peuvent être exploitées, en tout cas en pré-prod. Nous, c'est ce qu'on a trouvé un petit peu dans ce qu'on a fait. Dans l'usage de moodboard, par exemple, sur les derniers projets, les moodboards ont été presque tous générés avec de l'intelligence artificielle, et ce qui permet un travail de recherche, un peu par itération, qui est très intéressant aujourd'hui. Donc voilà un petit peu, nous on en est. Alors bien sûr, on continue et on expérimente plus sur les parties vidéo aussi, parce que évidemment, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse. On n'est pas à quelque chose de très mature ce jour, même s'il y a des démos type Sora qui circulent. Même si celle-là, vous les regardez attentivement, vous verrez qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas. Mais la vitesse à laquelle les choses ont évolué, là, pour l'image fixe, nous faut entrevoir quand même qu'on aura de nouveaux usages aussi qui vont forcément arriver. Donc voilà un petit peu où on en est. Nous sommes dans un cadre d'expérimentation étudiant.
On ne parle pas encore forcément de production. Il y a quelques entreprises qui ont commencé à utiliser ces techniques en production aussi. Au moins sur de la pré-prod, c'est un peu plus compliqué, et en tout cas, il peut y avoir plus de débats sur des choses qui sont utilisées en diffusion, plus de débats juridiques, parce qu'il y a quand même là beaucoup de questions qui se posent, même si il y a déjà aussi certains qui ont décidé d'utiliser ces images dans le cadre de diffusion, mais aussi beaucoup qui jouent plus la prudence, parce qu'on a beaucoup de difficultés. Il n'y a pas suffisamment d'encadrement légal, il n'y a pas suffisamment de jurisprudence, ça sera très variable selon les pays. Enfin, voilà, les choses sont encore assez complexes de ce côté-là. Merci. Et si vous avez des questions. Oui, et donc, je répète, Mathieu qui vient de faire tout ça en live, et donc juste étudiant chez nous, et a découvert donc, ces outils il y a 6 mois à peu près, et utilisé pendant en tout une dizaine de jours. Excusez-moi, je me demandais, quand un artiste rentre son propre dessin pour le retravailler, quelle garantie il a que ce dessin ne se retrouve pas ensuite en liberté ou sur Internet? Alors, d'une façon très simple, si les outils que vous utilisez, ils sont tous en local. On peut travailler sans Internet, hein, on peut être coupé du monde complètement, donc on n'a pas de problème particulier dans tout ce qu'on va faire au niveau local. À partir du moment où on va sur des outils qui sont en ligne, où tout est calculé sur des serveurs, où on upload les images, ça veut dire que vous faites confiance à la société qui va récupérer vos images. Et alors, il peut y avoir énormément de choses écrites un peu partout. Je pense qu'il y aura aussi quelques petits scandales qui arriveront à un moment ou à un autre. Merci beaucoup pour ces 2 présentations déjà, qui étaient super. C'est presque plus une précision qu'une question, mais là, vous avez montré Confi.ui qui est hyper intéressant d'un point de vue pédagogique. C'est aussi de loin la façon la plus compliquée de faire ce que vous faites. Et aujourd'hui, il y a des intégrations dans Photoshop, dans Krita, etc., où on peut, sans avoir à passer par une interface nodale et à comprendre ce que c'est qu'un sampler, juste dessiner sur Photoshop, écrire un prompt et avoir une image qui est modifiée, générée par intelligence artificielle. Je peux répondre par rapport à ça. Effectivement, nous, dans un usage pédagogique, ça reste aujourd'hui la meilleure entrée avec Confi.ui, parce que ça permet quand même d'obliger un petit peu à se poser quelques questions sur comment ça fonctionne, même si on ne rentre pas dans le détail, mais au moins d'avoir cette logique qui me semble, moi, assez importante. Et en termes de niveau de contrôle aussi, ça permet d'aller quand même plus loin que ce qu'on pourra faire sur des outils qui sont volontairement simplifiés pour justement un usage plus simple, plus automatique par des utilisateurs d'un logiciel, sans que ça remette en question toute une logique de travail. C'est le cas pour les outils Firefly chez Adobe, qui sont ultra simples à prendre en main, puisque vous les avez à dispo tout de suite. Vous cliquez, vous avez un prompt à mettre, vous pouvez être sur une zone, sur une sélection, dans la logique déjà des outils qu'on connaît. Stable Diffusion, alors voilà, on a d'autres systèmes qui l'utilisent. On était tout à l'heure sur un outil qui est un outil payant. Ici, si tu reviens sur Scénario, ouais. Scénario par exemple, qui fait tourner en fait Stable Diffusion, et qui permet de refaire à peu près tout ce qu'on a vu, mais sans forcément avoir les clés par contre de compréhension de comment c'est fait. Et tout dépend des usages et des besoins. Oui, juste une petite question. Quelle est la difficulté d'installation de ce qu'on vient de voir? C'est-à-dire qu'il faut un ingénieur, il faut quoi? Alors, ça dépend comment on se passe. C'est pas très compliqué.
En le faisant pas à pas, vous trouvez des tutos en fait assez simples partout aujourd'hui. Oui, il y a un peu d'install parce qu'il y a différentes choses à installer. Vous pouvez avoir besoin de certaines ressources sur la machine. Il y a beaucoup de choses à télécharger. Parce qu'il y a les modèles à télécharger, donc il y a, en termes de gigas, il y a quand même pas mal de téléchargements à prévoir. Ça prend un petit peu de temps. Et puis, il peut y avoir quelques petites modifications à faire là sur Windows, quelques règles à aller faire via les paramètres système. C'est pas des choses très compliquées si on a un peu voilà, un mode d'emploi à suivre et qu'on se laisse un peu guider. Et aujourd'hui, ça se fait vraiment très facilement. Enfin, quand c'est sorti au tout début, ce n'est pas forcément si simple. Maintenant, on trouve. Un petit peu. Faut pas avoir. En fait, c'est pas compliqué. Il faut juste pas avoir peur à un moment donné de dire que voilà, il faut changer une variable d'environnement dans Windows. C'est pas très compliqué à faire quand on sait où elle est et qu'on a 2 clics à faire dedans. Mais ça peut juste faire un petit peu peur à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de rentrer dans ce genre de choses. C'est juste ça. Dans les démos que vous avez faites là sur ConfigUI, ce qui est bien, c'est que vous avez la main sur exactement quel modèle est utilisé. Il n'y a pas de surprise. Donc, si vous voulez utiliser un modèle complètement libre, avec cet outil, vous avez totalement le contrôle. Mais du coup, entre Stable Diffusion, les différents LoRa, combien de modèles, là, dans cet exemple, vous avez utilisé et quelle est leur nature par rapport aux datasets et aux droits qui sont associés à ces datasets? Si tu les connais, parce qu'on ne les connaît pas forcément. Alors, il y a une zone d'ombre. Là, on était dans les 2 cas en SDXL. Donc, vous voyez, on connaît un peu l'origine, d'où ça vient. Ce qu'il y a dedans exactement, honnêtement, je pense que c'est pas complètement clean. C'est un petit peu le problème qu'on a aujourd'hui, et pas qu'avec Stable Diffusion. C'est même les gens qui jusqu'il y a peu affichaient que toutes leurs données étaient contrôlées et qu'il n'y avait pas de problème de droit. On s'aperçoit que c'est pas exactement le cas et que même si elle a la volonté de le faire, en fait, c'est pas si simple de retracer systématiquement tout ce qu'ils ont à l'origine. Donc vous l'avez vu sur la présentation de Widad auparavant, vous avez la quantité de data qui sont utilisées et je pense que c'est extrêmement complexe. Je pense que dans les modèles de cette taille aussi importants aujourd'hui sur le marché, je suis pas sûr qu'il y en ait un seul qui peut se prétendre sûr à 100%. J'en suis même pas certain. Et après, il y aurait des choses peut-être plus limitées. Il y a des usages plus limités qui sont peut-être plus faciles à contrôler et à produire. Oui. Et tous les LoRa, après, sont des dérivés de SDXL. Oui. Tout à fait. Par des utilisateurs et mis à disposition. De la même façon qu'on l'a fait aussi, nous, avec nos images de nature à un moment. Ben merci, on peut encore remercier nos camarades de l'ENA. Les 2 présentations ont été enregistrées, donc vous les retrouverez dans votre espace membre avec le diaporama de Widad. Et puis maintenant, on va pouvoir manger les pizzas.